Donc voilà, le truc c'est quoi? C'est que je travaille dans l'informatique, je suis assez passionné et je me suis penché sur justement le rétro gaming, hein, c'est un peu l'objet de, du festival aujourd'hui. Et j'ai regardé un petit peu, en fait je me suis questionné, je me suis demandé mais ok, il y a l'aspect nostalgique, etc., des jeux vidéo qu'il y avait avant, etc., et tout. Mais c'est quand même dingue qu'il y ait autant d'engouement. Il doit y avoir des choses à expliquer, ou voilà, il doit y avoir des choses derrière tout ça. Ça m'a intéressé. J'ai regardé, et du coup, ben là, c'était l'occasion de vous restituer un petit peu ce que j'ai vu. Voilà. Mais c'est plus un échange, hein, voilà, c'est pas un cours magistral ni quoi que ce soit. C'est juste histoire de partager une découverte et voir un peu, pourquoi pas, avec vous, ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, Big Bang et l'informatique, on va le voir. Hein, ok, petit problème technique, mais rien du tout, ça fait partie du jeu. Ça marche. Et alors déjà, pourquoi le Big Bang de l'informatique? En fait, hein, ce que j'ai vu en regardant un petit peu ce qui s'était fait dans ces fameuses années 70-90, dans ce qui était informatique et justement les jeux vidéo, parce que finalement c'est assez lié, c'est que en fait, il y a quand même, je pense, un message à passer. C'est un petit peu comme le Big Bang pour les astrophysiciens. Sauf que nous, en fait, il y a des gens qui l'ont vraiment vécu et qui peuvent l'expliquer. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, et c'est un peu pour ça que je suis là, c'est qu'aujourd'hui encore, ça a un sens. Ça a un sens de parler de ces anciens ordinateurs, qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui, voilà, comment c'est arrivé, etc. Donc voilà, c'est pour ça pour le titre Big Bang de l'informatique. Et Retour vers le futur, pardon, vers les origines, justement, c'était pour le jeu de mots, Retour vers le futur, puisque comme vous avez vu, il y a la DeLorean sur l'affiche du festival. Et bien justement, le truc c'est ça. L'idée c'est de voir. Donc là, bien sûr, c'est le convecteur temporel. Vous connaissez du film. L'idée c'est de reprendre le triptyque et de se dire, au final, qu'est-ce qu'on a? En fait, voilà, il y a des festivals, il y a des gens passionnés de rétro gaming, de jeux, de parties aussi programmation sur des anciens ordinateurs, etc. Et finalement, ça regroupe quoi? Et c'est marrant parce qu'en fait, du coup, ça me fait un peu. Enfin, c'est un peu. Je me présente à travers ce triptyque parce que ça fait partie un peu de mon métier. Voilà, j'ai traversé. Voilà, je travaille pour un grand groupe et en fait, je m'intéresse à ces trois parties-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le matériel. Donc là, bon, c'est un exemple, écran, voilà. Donc composants électroniques, etc. C'est-à-dire que cette étape ou ce Big Bang n'aurait pas pu arriver s'il n'y avait pas un aspect matériel, une révolution industrielle, une révolution, quelque chose qui a fait qu'il s'est passé quelque chose. Donc le matériel, et ça, ce triptyque, il marche encore, comme je vous dis, tous les jours, hein. Moi, c'est ma base. Il y a ensuite le matériel, tout ce qui est logiciel, algorithme. Par exemple, un algorithme, c'est quoi pour vous? Allez-y, hein, soyez pas timide. Ouais, séquence d'opération, choses comme ça. Ouais, ça marche. Alors, on verra, c'est un petit clin d'œil pour après. En fait, une définition que j'ai vue, encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse, pas du tout. Je vous ramène ce que je fais des erreurs comme tout le monde. Je vous ramène ce que j'ai entendu, etc. Et une définition que je trouvais sympa, c'est en fait on peut voir l'algorithme un peu comme une règle pour répondre à des questions, en fait, qui nous permettent à répondre à des questions. C'est-à-dire, vous établissez une règle, et cette règle, elle a un but. C'est de permettre de répondre à une ou des questions. D'accord? Du coup, peut-être ça parle un peu plus, c'est-à-dire que donc, vous avez du matériel, vous avez du logiciel, des algorithmes, des programmes, etc. Et puis ça, vous allez pouvoir permettre à des questions, répondre à des questions. Et ça, c'est pas mal. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est peut-être un peu... on est en train de poser les bases là, gentiment. Ok, c'est l'introduction. Et puis, bien sûr, vous avez les personnes. Programmeurs, toutes les personnes, hein, même chefs de projet si vous voulez, etc., etc. D'accord ?
Alors voilà, on a posé les bases, donc l'hardware, le matériel, les logiciels, le software, avec, comme on a dit, des algorithmes, etc. Enfin, en tout cas, des choses qui répondent à des questions. Et puis, des personnes. D'accord ? Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on met au milieu là ? C'est-à-dire, au final, on a tout ça, et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous mettrez ? Ah, ça fait réfléchir. Hein. Excusez-moi. Qu'est-ce que je sais pas. Alors, c'est complètement libre. Hein. Vous avez des ordinateurs, des personnes, des interfaces. Ouais, pourquoi pas ? C'est un petit peu l'idée de lier tout ça, en fait. D'accord ? Ouais, pourquoi pas ? Interface. C'est très système, mais j'aurais dit le système d'exploitation. Parce que c'est le seul truc que je vois au centre de ces trois éléments. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'avoue que j'y avais pas passé. Des formations D'accord. professionnelles. Ouais. Ça marche. Moi, une question, un truc que j'avais, c'est par exemple mettre pourquoi. C'est-à-dire expliquer quand vous voulez expliquer pourquoi vous faites ça. Bah, vous avez expliqué, par exemple, je réponds à telle problématique d'un client, par exemple. Donc, j'ai un service qui tourne sur du matériel, le cloud, l'ordinateur de quelqu'un d'autre, hein, on est tous d'accord, ok ? Et je réponds grâce à ça, d'accord ? Et alors, de plus haut niveau, alors j'espère pas vous perdre, hein, moi, ce que je mettrais, c'est tout simplement un point d'interrogation. Parce qu'au-delà du pourquoi, c'est toutes les questions qu'on se pose. À partir du moment où vous posez une question, c'est cool, parce que vous allez créer quelque chose, en fait. Vous vous demandez, mais pourquoi ? D'accord ? Pourquoi les gens sont passionnés de rétro gaming ? Pourquoi on a introduit la notion du cloud ? Pourquoi le réseau ? Pourquoi les machins, etc. Voilà, donc ça. Donc je vous rassure, ça va être un peu plus concret, mais le truc qui est intéressant, c'est ça, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est universel. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez du matériel, des choses comme ça. Et c'est ce qui a expliqué ce que j'ai vu et mes recherches de toutes ces années 70, 80, 90. Alors, un truc, je ne pouvais pas faire une présentation sans vous parler de Don Farmer. Alors, Don Farmer, c'est qui ? Eh bien, pour moi, et encore une fois, peut-être pour vous, si vous êtes d'accord, je ne sais pas, c'est celui qui a inventé le premier ordinateur portable. Donc, on est en 1978. C'est à peu près l'année où Apple sort son premier PC. D'accord ? Sauf que lui, en fait, pour moi, hein, encore une fois, mais c'est pour partager que je vous dis ça, c'est pas... qui c'est ? En fait, il faut savoir qu'il travaille toujours. Hein, il est, comme vous pouvez imaginer, parce qu'à cette époque-là, c'est un scientifique, c'est un chercheur physicien, je crois, à la base, mathématicien. Et à cette époque-là, il est avec une bande de copains, de labo, et il se dit, en fait, si on arrive à déterminer la vitesse de la bille dans la roulette, là, et en fait, on va pouvoir prédire à quelque chose près le numéro qui va sortir. Et du coup, dans son laboratoire, il s'est monté des roulettes de casino, etc. Et en fait, ils ont fait ce que j'appelle le premier ordinateur portable avec un système d'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'il interagissait avec l'orteil. Donc cet ordinateur-là, de 3 kg avec un module temps réel, était embarqué dans le talon. D'accord ? Et l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était en fait, entre le moment où le croupier lançait la bille et que les jeux étaient terminés, rien ne va plus, il y avait 10 secondes. Et le but, c'est de déterminer la vitesse de la bille à ce moment-là, dans ces 10 secondes-là. Et comment ? En fait, avec l'orteil, voir à quel moment passer la bille pour déterminer sa vitesse. Du coup, il y avait un calcul qui était fait, un signal qui était envoyé à un collègue qui, lui, misait. Et ils avaient 10 secondes pour faire ça. Voilà. Alors, voilà, ça, je trouve ça intéressant. Alors, je vous laisserai aller voir l'histoire. Le truc, c'est que, comme vous pouvez imaginer, ça a marché pas super bien. Ils ont eu des problèmes matériels, justement. Des problèmes parce que
physiquement, ils avaient peur de se faire... parce que bon, à Los Angeles, ils sont partis à Los Angeles en fait. Hein, et voilà. Donc ils avaient même peur parce qu'ils risquaient leur peau, hein, tout simplement. Donc je vous laisserai aller voir l'histoire. En gros, ça a marché un petit peu, mais ils n'ont pas poussé, comme vous pouvez imaginer. Le but, c'est de ne pas être dans l'illégalité. C'était de... Il y a un concept vraiment très intéressant. C'est pas pour rien que je vous parle de ça. C'est que même aujourd'hui, les physiciens parlent de l'aléatoire, par exemple. Je ne sais pas, vous, peut-être qu'on vous a appris, pour les statistiques et choses comme ça, un dé. Il n'y a rien de plus déterministe qu'un dé, et pourtant, on dit que c'est aléatoire. Il n'y a rien d'aléatoire. Un dé, c'est parce que vous n'avez pas les capacités d'analyser pour faire la prédiction. Mais le dé, il n'y a rien d'aléatoire. Le dé, il a 6 faces, vous pouvez le peser, vous pouvez machin. Lorsque vous le lancez à certaine vitesse, sous un certain angle, et quand il va tomber sur la matière, etc. Donc vous pouvez tout à fait prédire le numéro qui va sortir. Sauf que, sans éléments extérieurs, nous n'avons pas les capacités. Et ça, c'est intéressant, parce qu'eux, ils se sont donné les moyens de calculer la vitesse en 10 secondes de cette fameuse bille. Voilà. Donc c'est intéressant, et ces concepts-là, justement, on va les retrouver dans tous ces passionnés qui font de l'informatique ou des jeux et qui ont des capacités matérielles limitées. Voilà. Alors, 1982-94, bien sûr, je vais vous parler du Commodore 64. Et pour moi, encore une fois, quand je dis pour moi, c'est par rapport à mes recherches, hein, c'est pas... Voilà. C'est ça qui a fait le Big Bang. En fait, c'est l'ordinateur, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est les questions, hein, le pourquoi, etc. C'est pas forcément lui en lui-même. L'ordinateur qui a fait, déjà, c'est celui qui a été le plus vendu. Si on enlève après les standards PC, hein, encore une fois, attention aux chiffres, d'accord ? Mais c'est celui qui, encore aujourd'hui, est reconnu comme celui qui a été le plus vendu. Et en fait, c'est celui qui rentrait dans les foyers. Il faut savoir qu'il y a une période avant 82 où l'ordinateur était boudé par les foyers. Déjà, c'était cher, etc., etc. C'est à l'époque où vous avez la série Les Petits Génies ou des trucs comme ça. Là. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Et bien, à cette époque-là, cette série-là, elle avait pour but de montrer l'intérêt d'un ordinateur, puisqu'il résolvait des affaires que d'autres personnes n'arrivaient pas à résoudre, etc. Donc voilà. Donc, le Commodore 64... donc en gros 17 millions d'unités, c'est assez voilà, c'est énorme. Successeur du Commodore VIC-20, voilà, je vous ai mis les références. Et donc là, comme vous voyez, on va partir sur la partie matérielle, c'est-à-dire on se dit ok, il y a eu ce truc-là, à un moment donné, Commodore, une société, a sorti un ordinateur, et là, il y a eu un truc qui s'est passé. Ce truc-là, il a été vendu à des millions d'exemplaires, il a intéressé beaucoup de personnes, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'explique par le matériel, justement. La techno qui est arrivée, qui avait embarqué dans ce truc-là, j'en ai un là, on pourra l'ouvrir, regarder ensemble si vous voulez. Déjà, il était basé sur le microprocesseur 6502, d'accord ? Et en fait, sur ce microprocesseur, il y avait des pins qui n'étaient pas utilisés, comme on peut voir, puis d'autres qui servaient à rien, enfin, qui ne servaient pas pour l'ordinateur. Et du coup, ils l'ont modifié, c'est devenu le 6510, mais ça se faisait beaucoup. Il faut savoir, par exemple, sur l'Atari 2600, c'était le cas aussi. Hein. On retrouve un chipset dévié du 6502. Et alors, pourquoi ils ont fait ça ? Et c'est toujours intéressant. Il y a du matériel, on a une socket sur laquelle il s'emboîte, on veut garder pour des raisons de coût, etc., on modifie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tout simplement, ils ont permis de faire du banking au niveau de la mémoire. Donc, il y avait un besoin de banking par rapport à la ROM, la mémoire, etc., faire de l'allocation dynamique. Eh bien, ils ont enlevé les pins du CPU qu'ils n'avaient pas besoin et ils en ont utilisé d'autres pour adresser ce truc-là, cette partie mémoire dynamique. Voilà. Quelques chiffres. Alors, c'est marrant parce que souvent, quand on parle des chiffres, on peut voir d'un côté ça rigolo. C'est que, en fait, parce que le décalage qu'il y a, je vous ai amené un Raspberry Pi pour comparer, aussi bien en taille et en vitesse de microprocesseur, ça paraît hallucinant. Mais rappelez-vous, il y a quand même des gens qui aujourd'hui encore font des démoscènes. Démoscènes, on verra ce que c'est, mais en tout cas, il y a des gens qui utilisent ce Commodore 64. Et moi, il y a deux mois, j'en avais pas.
Et j'en ai acheté un parce que j'ai dit oui, je comprends maintenant. Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc le fameux microprocesseur, vitesse 1 MHz, d'accord. J'ai un Raspberry Pi 3B, je crois que c'est 1,4 GHz, en plus il y a 4 corps. Voilà. Et au niveau de la taille, je vous les ai amenés si vous les regardez. Donc je crois que ça fait un quart à peu près au niveau de la taille du CPU, sans parler qu'il embarque l'aspect graphique, etc. Donc voilà. La mémoire 64 kg, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Commodore 64, parce qu'il y a 64 kg octets de mémoire. Et c'est pas pour rien, parce que si vous regardez pareil les pins du CPU, comme il y a un bus d'adressage et un bus de data, si vous multipliez le tout, vous arrivez à 64 kilooctets. En fait. Alors, une puce graphique, et surtout, c'est très important, avec 16 couleurs, des sprites, possibilité de faire des sprites, etc. Les sprites, c'est... Moi, quand on me demande le sprite, je donne l'exemple de Pac-Man. Le petit Pac-Man qui se déplace, ben en fait, c'est la possibilité d'avoir une partie comme ça qui va se superposer à l'écran et qui va bouger et qui même peut-être va faire des interactions. C'est-à-dire quand le Pac-Man gobe une Pac-Gomme ou une chose comme ça. Et là, enfin, aussi bien ça, c'est pour l'époque, hein, encore une fois, hein, les années 80-90, une révolution et surtout, enfin, c'est très intéressant, la puce son. Pourquoi ? Parce que vous avez un Commodore 60, un PC, et en fait, vous avez un synthétiseur. En 1982, 83, 84, etc. Et donc, non seulement vous avez la main, vous avez le guide de programmation, je dois l'avoir par là. Donc, vous avez la main sur la partie hardware, vous pouvez faire ce que vous voulez, on en reparlera. Vous pouvez faire des choses donc, par rapport à l'écran, vous pourrez exploiter la mémoire, c'est pour ça que les jeux sont sortis, etc. Et en plus, vous avez un synthétiseur qui balance du son numérique, enfin, numérique, il fait numérique analogique, c'est-à-dire il y a du traitement numérique, mais il sort en analogique, donc un truc pas trop mal. Pour l'époque, c'est le meilleur hein, au niveau du son, sur 3 voix. 3 voix. Et ça, c'est un truc qui est dingue. On va en reparler. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc concrètement, vous avez ici quelques parties. Donc là, le VIC, donc, pour vidéo interface chip. Là, vous avez la partie read-only. Donc, dedans, vous allez retrouver le système d'exploitation. Je crois que c'est sur 8 kilos. Vous allez avoir le jeu de caractères donc, sur une autre puce. Et vous allez bien sûr avoir l'interpréteur qui était livré avec le BASIC version 2. Voilà. Donc, ça, c'est en dur. Vous avez la partie RAM en bas. Qui est dynamique. Et en fait, quand vous le démarrez, les routines qui sont dans la ROM, ce qu'on appelle le kernel, c'est-à-dire le kernel du système d'exploitation, démarrent, c'est les routines qui sont dedans. Et puis après, il regarde s'il y a quelque chose, une cartouche de jeu, par exemple, qui est branchée. Dans ce cas-là, il regarde sur l'adresse qui va bien pour démarrer ça. Donc, du coup, ça le permettait de se comporter comme une console. C'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas s'embêter à taper des commandes pour lire un exécutable ou des choses comme ça, et ça se comportait comme... Voilà. Et très important, de toute façon, avec le VIC-20, Commodore s'est aperçu qu'il y avait un engouement, comme on peut imaginer. Enfin, moi j'ai connu un peu cette époque. Moi je suis arrivé entre guillemets au niveau de l'informatique un tout petit peu après. Par contre, j'ai connu l'époque où vous mettez des pièces. Déjà, les bornes d'arcade, je connaissais ça que lorsqu'il y avait la fête foraine. Et puis c'était assez cher, quoi. À chaque fois vous mettez des pièces, puis c'était pas facile. Il fallait. Oui. Il y a un truc qui m'étonne là dans ce que vous dites. Oui. En fait, moi, cette époque aussi, comme je l'ai connu, le Commodore 64, c'est pas, en tout cas en France, c'était pas du tout. C'est pas ce qu'on trouvait le plus. C'est vrai. À l'époque du Commodore 64, ce qui a cartonné, c'est l'Amstrad. Ensuite, effectivement, Atari ST, et après, l'Amiga qui a repris la routine du Commodore 64. Et après, c'est vrai que de par le monde, oui. ça s'en est vendu. Mais par exemple, en France et en Angleterre, c'était le Spectrum, je crois. Oui. Les ZX Spectrum. Oui. Ça n'avait pas fait un carton. En fait. Oui. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'architecture. Mais ouais. C'est vrai qu'en France. Oui. Mais vous. Pas beaucoup de possessions. Entièrement d'accord. C'est la spécificité un peu des marchés locaux. Déjà, Amstrad avait visé la France méchamment. Les mecs qui s'occupaient d'Amstrad en France avaient mis un truc marketing très très méchant. Méchant littéralement parce que c'était aussi
les pubs avec le crocodile d'Amstrad qui défonçait un japonais en disant nous on éclate le jeu vidéo asiatique, on éclate les machines asiatiques, etc. Et puis surtout, ils avaient un truc dingue en France, c'est que c'était les moins chers et de très très loin. Ouais, voilà, il y avait l'écran qui venait avec. T'avais un côté, c'était simple. Et en plus, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment moins chers. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un Amstrad quand j'étais gamin. Enfin, mes parents avaient un Amstrad quand j'étais gamin. Le seul facteur, la situation faisant, c'est que c'était le moins cher. Et c'était comme ça qu'ils l'avaient choisi. À voir. Moi, j'ai eu un Commodore 464, mais j'ai 400, mais à voir. Je voudrais pas dire de bêtises. Faudrait regarder. Il me semble que même le 6128 était quand même un petit peu en dessous, mais c'est toujours pareil. Ça dépend par quel billet tu prends le truc. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que en fait, moi j'avais le 464 et en fait c'était donc à cassette. Et en gros, vous chargez la cassette, vous allez goûter. Enfin, moi je faisais ça, j'allais goûter, je revenais et si vous avez de la chance, le jeu se lançait. Voilà. Et c'est là où j'ai appris en fait que sur le Commodore 64, les jeux se chargeaient beaucoup plus rapidement via un fast loader. Ah, j'ai dit waouh, what the fuck, c'est quoi ce machin? Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lecteur de disquette, que je ne l'ai pas amené parce qu'il est aussi gros et aussi lourd, et pour cause que l'unité centrale. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est c'est un ordinateur. Il y a justement un 6502 dedans, etc. Et pourquoi ? C'était pour gérer justement la lecture et faire uniquement du serial entre l'unité et le lecteur de disquette. Mais comme c'était un ordinateur, ceux qui programmaient les jeux y avaient accès. Donc ils pouvaient utiliser le CPU, par exemple, pour décompresser. Donc les jeux, c'est le fast loading, étaient compressés et du coup ils attendaient beaucoup moins, même si c'était du serial. Voilà. Alors que de mémoire, sur tous les jeux, parce que j'en avais quand même pas mal, sur 464, moi tous ils ont pris une plombe, quoi. Mais ça existait aussi sur cassette, sur le fameux dataset du Commodore, ils utilisaient cette technique-là, de en fait charger un programme qui va permettre de décompresser après le jeu. Voilà. L'architecture du Commodore 64 qui a révolutionné, par exemple l'Atari ST a pris des choses du Commodore 64 parce qu'il y avait 3 voix aussi par exemple. C'est ça qui a été marquant. Ouais. Alors le succès côté Commodore, le successeur bien sûr c'est l'Amiga, d'accord, l'Amiga 500. Moi que j'ai eu la chance aussi d'en avoir un. Mais effectivement après côté Atari, il y a Atari ST et il faudrait voir les différences. J'avoue que les différences entre les deux, mais là on est sur du 16 bits et je pense que l'Atari ST aussi. On n'est plus sur du 8 bits. Alors je vais essayer de faire vite parce que comme vous pouvez imaginer, c'est passionnant. Ça c'était pour vous parler des sprites, on en a parlé, le chipset. En 1982, côté intéressant, Commodore sort une démo qui tire un peu parti, parce que c'est toujours pareil, il y a le matériel, et après, ceux qui en tirent parti. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que dans leur démo, ils tirent parti justement de la puce audio. Donc voilà, c'était pas mal. Voilà, donc les 3 voix. Le côté intéressant donc, des 3 voix, c'est que en fait, vous pouvez, j'ai passé assez vite, mais dessus, c'est vraiment un synthétiseur et c'est vraiment, vous avez 4 caractéristiques de musique et vous pouvez jouer sur les 4 caractéristiques, c'est-à-dire sur le pitch par exemple, sur la durée d'un note, etc., etc. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit plus tard et tout ce qu'on voit encore aujourd'hui, on pouvait les paramétrer et les jeux le faisaient. Et un qui a marqué aussi, c'est le jeu Commando, parce qu'ils utilisaient en fait le fait qu'on pouvait changer d'instrument à la volée. C'est-à-dire donner l'impression qu'il y avait plusieurs pistes. C'est-à-dire vous n'avez pas juste par exemple, on peut faire essentiellement des signaux en triangle ou en carré, etc. Le fait de mixer comme ça à la volée, on a l'impression en fait qu'il y a plus de voix, en fait, parce qu'à la volée, il change le signal, en fait. Donc ça revient assez souvent, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours... Voilà, il y a du matériel, et après il y a comment on l'exploite, et il y a bien souvent un petit peu de temps par rapport à l'exploitation.
Voilà, bon, là vous avez un petit peu tout ce qui se faisait, donc le fameux dataset, le lecteur, donc vous voyez bien hein, la taille du lecteur de disquette, 5 pouces 1 quart, imprimante matricielle, joystick c'est pareil, on pourrait en parler, c'est du DB9, c'est-à-dire qu'il y a 9 ports, et c'est intéressant de voir ces 9 ports. Voilà, bon, il y a plein d'anecdotes. Par exemple, en général c'est des micro-switch ou des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils font contact, mais par contre, vous pouvez utiliser, en fait, il y a une liaison entre le port joystick et le chipset audio qui, lui, fait de l'analogique. Donc, pour tout ce qui est paddle, ça pouvait le prendre en compte, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'ont utilisé, qui l'ont exploité. Voilà. Donc, c'est un truc de dingue. Ils ont sorti un truc de dingue. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Alors je l'ai trouvé sur internet. Alors encore une fois, on est là, on partage. J'ai pas du tout la science infuse ni quoi que ce soit. C'est ce que j'ai relevé sur internet. C'est peut-être faux et j'ai aucun problème si je me suis trompé. Mais de ce que j'ai lu, ça a l'air intéressant. Donc le Commodore est livré avec le BASIC. Donc c'est pour pouvoir faire du langage interprété. Vous pouvez faire aussi de l'assembleur, d'accord ? Il y a un rapport 2000 au niveau rapidité entre le BASIC qui interprète tout ça, mais vous le retrouvez aujourd'hui. Je sais pas, voilà. Si vous faites par exemple bon, on va pas rentrer dans les langages, mais aujourd'hui encore la différence entre interpréter et compiler ou les choses comme ça, on voit encore la différence. Donc là, vous avez quelques noms, je sais pas si vous les connaissez, qui ont fait du BASIC, voilà. Et en fait, bon, je crois qu'on les connaît pratiquement tous. Hein, Linus Torvalds, le créateur de Linux, Elon Musk, je crois qu'on le connaît bien, Zuckerberg, Bill Gates, etc., etc. Voilà. Donc c'est marrant. Parce que je crois que le BASIC a été un peu critiqué. Alors, ça c'est intéressant, parce que vous pouvez voir la date. C'est pas très vieux, c'est Harvard. C'est en fait tout simplement un cours d'informatique. Et ils apprennent la partie mémoire, c'est essentiellement du C. D'accord ? Et ce qui est marrant, c'est que c'est très bon cours, hein, je vous conseille. Comme vous pouvez imaginer, tout ce qui est système d'adressage, les données, etc., c'est de l'hexadécimal, d'accord ? Et quoi de mieux que d'apprendre l'hexa avec un octet, d'accord ? Un octet, 8 bits, voilà. Donc en fait, pour apprendre les langages de programmation et pour apprendre l'adressage, pourquoi pas même lorsque vous voulez flasher un firmware ou des trucs comme ça, le Commodore, c'est une bonne base. Voilà. Donc là, tout simplement, hein, écriture hexa, ils prennent souvent 8 bits. Ils expliquent pourquoi justement ça va jusqu'à F, hein, etc., etc. Ça, on pourrait en parler aussi. Voilà, ça en fait c'est plus l'aspect démoscène. Alors démoscène, moi une analogie que j'adore, je vous ai mis le lien qu'une personne a faite là il n'y a pas longtemps, très très bien. En fait c'est le tour de magie. C'est-à-dire que le Commodore il est là, vous avez les caractéristiques physiques, vous savez ce qu'il peut faire, on les a parcourus rapidement mais vous pouvez regarder et tout. Et puis vous avez des gars qui vous présentent une démo, là en l'occurrence, voilà, avec des boules, avec des reflets, etc. Et vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment le tour de magie, le magicien. Et c'est pour ça que c'est dur aussi d'avoir vous savez pas comment il fait, c'est un petit peu caché quoi. On vous dit pas trop, c'est un secret en fait, hein, ce qui se passe, comment ils ont fait, etc. Mais par contre, ils arrivent à le faire. Alors, il y a des petites explications. Hein. Comme je vous ai dit, par exemple, à partir du moment où vous avez accès à tout, y compris sur les couches bas niveau, vous pouvez jouer par exemple sur la vitesse de rafraîchissement. C'est ce qu'ils ont fait par exemple pour les sprites. Tout ça là, sur la vidéo, c'est un mouvement, d'accord ? Sauf qu'il est capable d'afficher simultanément uniquement 8 sprites en mouvement. Il y en a beaucoup plus que là. Il y en a beaucoup plus là. Et bien tout simplement, c'est parce que la vitesse de rafraîchissement est assez rapide pour nous faire croire que celui-là et celui-là est différent, sauf que c'est le même sprite. C'est juste que c'est dans le balayage qu'ils sont arrivés à faire des choses. Ils nous trompent. Ça, c'est un exemple rigolo. En fait, l'idée, c'est vous voulez que le code il soit 8 fois plus rapide. Et vu que le jump, c'est 3 cycles de CPU, je crois, vous écrivez 8 fois la ligne qui change la couleur du fond, et puis vous faites le jump après les 8 fois. Voilà, je trouve ça marrant. Mais c'est des trucs comme ça, voilà.
Et voilà, là, on est en train de construire un peu la réponse, justement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gars qui s'intéressent à ça et tout? Voilà. Ça, je vous donne mes réponses. Hein. Moi, voilà, c'est ce que j'ai vu. Pourquoi ils s'intéressent à ça, quoi. Et je les comprends. La preuve, j'ai craqué, je suis tombé dedans. Voilà. Ça fait 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois. Là, c'est pareil. C'est une image comme ça. Comment est-ce qu'on peut la voir, sachant que en fait, vous pouvez afficher uniquement 2 couleurs sur un carré de 8 pixels par 8 pixels. Comment vous pouvez afficher ça? En fait, vous pouvez, parce que pareil, vous jouez avec 2 images et le rafraîchissement, par exemple. 2 images superposées que vous rafraîchissez. Et du coup, le fameux carré avec 8 pixels où il n'y a que 2 couleurs, vous pouvez en mettre plusieurs dedans. Voilà. C'est que des trucs comme ça, c'est des trucs de ouf. Alors, un petit mot sur les rééditions, parce qu'ils ont fait des rééditions. J'en ai un, je ne l'ai pas amené, c'est un maxi. En fait, l'idée, c'est quoi? C'était juste pour vous dire ce qu'il y a derrière. C'est que c'est intéressant, c'est à voir. C'est que tout simplement, c'est un émulateur, en fait. Hein. Donc, vous avez une carte toute petite à l'intérieur et qui permet d'émuler le Commodore 64. Voilà. Donc là, petit truc, il faut faire attention, c'est surtout à la latence, ce genre de truc. Parce que comme vous pouvez imaginer, les jeux, ce qui est intéressant, c'est que ce soit immédiat entre le moment où le joystick est actionné et au moment où l'instruction part sur l'écran. Voilà. Et donc voilà, donc ça peut être sympa. Moi j'ai le maxi et il est très bien au niveau latence, il est sympa. Et c'est pareil, si ça vous intéresse, vous voulez bidouiller, les 2 trucs que je pourrais conseiller, c'est de point de vigilance, où de toute façon vous allez y passer. C'est tout simplement, si vous voulez charger des choses sur le Commodore 64, vous n'allez pas acheter un lecteur de disquette, un vieux lecteur, enfin voilà, vous pouvez avoir des problèmes matériels, des trucs comme ça. Du coup, il existe des choses. Et puis après, pareil, pour l'affichage, c'est du 320 par 200, il n'y a pas de prise HDMI. C'était prévu pour soit du modulation RF, c'est-à-dire sur le câble d'antenne, soit vous avez sorti S-Vidéo quand même, vous pouvez faire un câble S-Vidéo, mais en général, il vous faut un boîtier quand même. Hein. Donc faire attention si vous prenez un boîtier, s'il y a de la latence ou des choses comme ça, si vous voulez jouer avec. Voilà les types de connexion, ça c'est un que j'ai fait, c'est vous trouvez partout sur Internet. L'idée c'est de prendre un Arduino qui va émuler le lecteur de disquette. D'accord ? Sauf qu'il émule une partie, mais pour justement le fait de pouvoir lire le fameux ce qu'on disait là, c'est-à-dire pouvoir décompresser le jeu, le fast loading, voilà, et des choses comme ça, au niveau capacité, il est peut-être capable, mais en tout cas, il ne le fait pas. Et du coup, vous avez ça, j'en ai un là. En fait, c'est tout simplement sur le Raspberry Pi, parce que lui, le Raspberry Pi, il va émuler le microprocesseur du lecteur de disquette. Donc, effectivement, s'il y a des choses à faire tourner pour décompresser dessus, vu qu'il émule vraiment le microprocesseur, ça va marcher. Voilà. Donc ça, c'est mieux. Ça, c'est quoi? C'est pour charger, en fait. Charger des disquettes. Vous avez en fait des sortes d'ISO de fichiers qui matchent sur les disquettes, etc. Voilà. Et donc voilà, c'est une première étape. C'est pour vous expliquer tout ce que j'avais vu, pourquoi il y a des passionnés, etc. Un dernier mot peut-être sur les démos scènes. Encore une fois, comme on a vu sur le triptyque, c'est que tant qu'on a ça, on peut créer des choses formidables. C'est-à-dire, vous avez une partie, encore une fois, matérielle, vous avez des logiciels. Donc, si on prend l'exemple du Commodore, c'est assembleur ou basique. Et puis, vous avez des gens qui ont des idées de fous et qui les partagent. Voilà, donc voilà mon analyse. Voilà pour ce qui a été, pour moi, le Big Bang. Après, il y a des tas d'autres domaines. Il faut savoir pour chaque domaine, là, que ça soit la puce graphique, que ça soit la puce audio, que ça soit aussi même sur l'informatique. Par exemple, ceux qui ont connu les premières Sound Blaster arriver sur les PC, avec l'YM, je crois que c'est 3218, quelque chose comme ça. Pourquoi aujourd'hui il y a un truc, une anecdote encore, un truc qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'intéresser à ces puces-là qui existaient avant, etc.
Si on regarde la puce du Commodore 64, lorsque vous faites des variations, puisque on programme ça, c'est-à-dire au niveau numérique, et il sort analogique, lorsque vous faites des variations, par exemple sonores de volume, vous aviez une espèce de POC qui apparaissait à ce moment-là. Et ça, on peut dire que c'est un bug, un problème, sauf que il y en a qui l'ont utilisé, il y en a qui l'ont exploité pour faire de la musique électronique, et ça fait quelque chose d'unique. Voilà. Et ça, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Du coup, vous émulez le truc, vous dites, moi, mon truc, il est parfait, ok, mais bon, tu n'émules pas le petit truc qui se faisait avant. Ça aussi, je pense que ça explique pourquoi les gens, ils aiment faire ça, etc. Aujourd'hui, vous voyez des monteurs qui utilisent le Commodore 64. En fait, vous avez au niveau de la cartouche, vous mettez une cartouche avec une prise MIDI, vous envoyez toutes les instructions MIDI, et ils veulent récupérer le son que produit ce fameux chipset, pour après l'arranger, pour après le mixer, pour après le mettre dans d'autres morceaux, etc. Et je trouve ça très intéressant. À voir, moi je pense qu'il est possible qu'un jour ou l'autre, peut-être c'est déjà fait, je ne sais pas, il y ait des tubes avec des connotations sur des musiques un peu rétro. Il y en a déjà, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est un petit peu les réponses que j'ai. Comme je vous dis, ça fait 2 mois et je trouve ça passionnant. Et puis voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, bien sûr. Voilà, puis, c'est ce que je voulais dire. S'il y a des gens qui ont des questions. Faut pas hésiter. Oui. L'informatique, c'était réservé que aux scientifiques, aux laboratoires, etc. Et là, d'un seul coup, la grosse révolution, c'est plutôt que ce soit... On peut le faire chez nous d'un seul coup avec pas beaucoup d'investissement. Et là, ça donne libre cours à toutes les idées possibles. N'importe qui peut se mettre à faire un truc. Oui. Quand même, à l'époque, ça demandait quand même un peu de connaissance de technologie, parce que pour programmer, c'était quand même pas accessible, pas donné à tout le monde de faire la programmation. Oui. Il fallait quand même sérieusement s'y intéresser. Oui. La plupart des informaticiens qui ont la quarantaine aujourd'hui, c'est parce que, c'est justement grâce à ça qu'ils sont, d'un seul coup, ils se sont dit putain, on peut faire plein de trucs avec quasiment rien. Oui. Et d'ailleurs, on voit les démos, tout ce qu'on fait avec, c'est monumental. C'est le libre retour de Exactement. Avoir la capacité de projeter à l'écran ou même de faire des jeux vidéo, tout ça. C'est qu'il y a aussi le passage des jeux vidéo, d'avoir une console à la maison avec cette qualité. Exactement. Voilà. Et entièrement d'accord. Et je pense que oui, c'est tout ça en fait. Exactement. Voilà. Qui a fait que on a rassemblé énormément de monde et un besoin qui était commun, quoi. Ouais. Il y a autant de gens qui sont toujours aussi passionnés de ces anciennes technos qui aujourd'hui sont, on peut le dire, elles sont obsolètes. Complètement. Techniquement, elles sont complètement dépassées. Pourquoi il y a autant de gens qui sont encore aussi passionnés de ces technos? Alors, moi je le vois, il y a l'aspect nostalgique tout simplement, puisque le coup du goûter et tout, moi je l'ai vécu et ça m'a marqué, quoi. Donc il y a ça, et pour moi c'est une question de liberté aussi, c'est un truc très bizarre. En fait, aujourd'hui, c'est la différence entre utiliser l'informatique et faire de l'informatique. Il y a un truc, c'est que vous avez le matériel, il est là, vous n'avez pas de restriction. Du moins, la seule restriction, c'est le matériel, en fait, mais vous avez les caractéristiques, et allez-y. Et en plus, vous pouvez changer les règles. Les démos scènes, ils changent les règles. On parlait des sprites. Il y a 8 sprites, vous appliquez la règle, ok, vous programmez vos 8 sprites, machin et tout. Eux, ils disent non. On va changer ça. Il y a cet aspect liberté, je trouve. C'est ce qu'on peut presque plus faire aujourd'hui avec le matériel actuel. C'est-à-dire que tout a été verrouillé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est ça aussi qui contribue à ce que des gens continuent de s'intéresser à ça. C'est que ça, c'est complètement ouvert. Enfin, ça a été exploré en long, en large et en travers. Maintenant, on connaît toutes les limites de la machine. Alors qu'aujourd'hui, les ordinateurs de maintenant ou toutes les machines de maintenant, elles sont quand même vachement verrouillées. On peut difficilement programmer en assembleur, on peut difficilement contourner les règles. Ouais, voilà. Après, ça dépend. Au-delà de ça, même si tu peux, la complexité d'un processeur moderne est telle que de toute façon, il te faudrait une vie juste pour aller bas niveau. Et au-delà de ça, de toute façon, comme tu dis, on veut pas que tu ailles bas niveau. On veut surtout pas que tu y ailles, on veut surtout pas que tu saches exactement ce qu'il y a derrière.
Probablement parce qu'il y a un peu le côté ces mecs malins là très rapide, enfin au bout de 6 mois seraient capables de montrer que vous voyez le Core l'Intel Core i7 dernière génération, en vrai il est capable d'être 4 fois plus performant que ce pourquoi ils vous le vendent. Mais oui, ils n'ont pas envie, ils ont envie de t'en revendre un l'année prochaine, etc. Et par contre vraiment c'est un truc que j'ai connu en rencontrant des gens dans les démos parties. Tu sens le kiff de sortir un truc que la machine elle sait pas faire ça. Tout le monde te dit mais non tu pourras pas faire ça, et le mec il arrive 2 mois plus tard il fait tiens cadeau. il y a un que je comprends hein, il y a un kiff vraiment de et puis il repousse. Moi ce qui m'étonne vraiment avec toute cette scène démo là, c'est que c'est tout le temps, mais ça fait parce que la scène démo ça date pas d'aujourd'hui, ça date de cette époque là, ça a l'âge des machines, ça continue, mais surtout les mecs continuent à trouver des trucs de dingue, continuent à se mettre les mêmes contraintes de 64 kg maximum, etc. Voire des contraintes de encore moins. Enfin, dans des démos parties, t'as des catégories 8K. Là, juste, ça me fait penser pour cet exemple. Là, justement, ça, ils l'ont fait justement parce qu'il y avait une démo comme ça, à quelque chose près, comme on peut l'imaginer, sur Amiga 500 en fait. Et ceux de Commodore 64, on a dit ok, maintenant, nous on arrive à faire ça. Alors effectivement, il y a des différences parce que bon, c'est pas au niveau du grain graphique, on a plus de pixels, etc. Mais franchement, c'est bluffant. Mais c'est vrai que ça remet un peu de carburant dans la guerre des machines entre guillemets. C'est-à-dire que tu sens les pros Commodore, en gros les pros Amiga, les pros Atari, qui continuent maintenant à se dire, 30 ans après, à se dire ouais mais ma machine à moi elle est meilleure, regarde. Il passe 3 mois, 4 mois, 5 mois sur un truc, il dit t'as vu, moi j'arrive à sortir ça en 8K. Ah ouais, ok, je reviens dans 6 mois, tu vas voir. C'est ça. C'est rigolo quoi. Oui. C'est très très bon enfant, hein, parce qu'en vrai ils s'en foutent, mais, mais ça ravive un peu des querelles de clocher qui servent de prétexte à ces trucs là quoi. La programmation sur des vieilles machines parce qu'il y a un volume de ressources qui est enfin accessible, c'était pas le cas il y a 30 ou 35 ans. Oui, c'était complètement. C'était des choses qui étaient assez occultes, c'était on m'a dit, mon copain, machin, j'essaie des trucs, alors que maintenant tu arrives à faire des choses extraordinaires, parce que moi aussi j'ai ça, je fais de l'assembleur dessus, et j'y arrive parce que je trouve des ressources. Oui, mais c'est complètement vrai. Hein. C'est ça. Clairement, il y a Internet qui est passé par là, et Internet a permis que l'info, elle se communique 1000 fois plus vite à 1000 fois plus de gens. Donc forcément, dès qu'il y en a un qui trouve un truc, c'est comme dans le speedrun, quoi. Maintenant, dès qu'il y en a un qui trouve un truc, tout le monde est au courant très vite. Et puis on a tous connu, je pense, ceux qui ont commencé un peu les fameux magazines où on avait le basique avec 3-4 pages qu'on se tapait qu'il fallait... Voilà. Donc il y a ça aussi, voilà, quand on a connu ça, effectivement, aujourd'hui, le gain... Et puis... Mais même toute la base de connaissances. Hein, enfin voilà, moi j'ai une fille, en fait, elle connaîtra jamais cette espèce de restriction et de manque qu'on avait à l'époque. Hein. On avait la bibliothèque, au-delà de juste en parlant de connaissances, hein, on avait la bibliothèque municipale, on avait les profs, on avait etc. Puis c'est tout quoi. Aujourd'hui, il y a un monde ouvert pour celui qui est curieux et ça c'est extraordinaire quoi. Le problème, c'est que les machines de cet âge-là, elles meurent les unes après les autres, nécessairement, puisqu'elles ne sont pas renouvelées. Ouais, alors après, je pense que quand même, l'aspect physique... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des équivalences. Hein, c'est-à-dire, en fait, quand il y a un truc qui casse dessus... Alors déjà, pour le Commodore 64, par exemple, c'est tout ouvert, c'est-à-dire la carte, les chipsets, etc. Ceux qui ne sont pas faits, vous avez les équivalents. Et il y en a même qui ont publié des kits pour les faire. Voilà. Après, il ne faut pas négliger non plus l'aspect émulateur. Oui, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas le charme. C'est possible, ouais. Programmer sur un émulateur, bah ouais, mais non. Ouais. Autant l'intérêt de taper là-dedans, c'est justement de... Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Il y a quand même des gens qui ont une démarche de préservation du matériel et du logiciel, au-delà de ça, dans la même catégorie. Le problème qu'il y a avec les jeux sur disquette, par exemple, c'est qu'il y a un moment donné où les industriels ont commencé à mettre des protections anti-copie qui se basaient sur le flux électromagnétique. Donc si tu copiais bit à bit, t'étais marron parce que t'avais pas le flux. Donc à l'époque, il y avait les copieurs, il y avait des moyens, et puis surtout, on craquait le truc. Sauf que dans une optique de préservation, tu veux pas préserver un jeu craqué, tu veux préserver le jeu dans l'état dans lequel il était, y compris avec sa protection. Et du coup, ça a fait développer un appareil dont j'ai totalement ignoré le nom,
mais qui est utilisé par MO5, qui est utilisé par l'initiative européenne qui réunit des assos comme MO5 qui font de la préservation, qui est un truc qui permet de faire un dump de disquettes complet, en fait de faire un dump du flux électromagnétique et pas de faire un dump bit à bit. Et eux considèrent que, je sais qu'MO5 le fait, moi avec une autre asso j'avais participé un peu à ça aussi dans une petite mesure, et ils considèrent que s'ils ont 3 dumps qui sont strictement identiques, vraiment dump de flux, bah là ils ont un truc qui est préservé. Donc on sait qu'à partir de là, on peut, entre guillemets, perdre toutes les disquettes du monde. On aura toujours un truc, quelque part, une copie numérique vraiment à l'exact, avec la protection, avec tous ces trucs-là. Mais c'est d'une difficulté dingue. L'appareil en lui-même, il n'est pas donné parce que c'est pas un Raspberry ou un Arduino, c'est un truc qui a été conçu exprès pour ça. Voilà, et puis ça prend un temps fou en plus. Je l'avais fait quelques fois sur des disquettes, ça prend vite 4 heures pour une disquette. Enfin, c'est très très spécial. Mais du coup, la morale de ça, c'est qu'il faut soutenir les gens qui font de la préservation. Voilà. Parce qu'il y a des générations comme nous. Oui. Ouais. Et les gens de 40 ans comme nous qui avons 10 ans à l'époque, c'est ça. Quand on sera plus là, la machine sera plus là. Quelqu'un sera. Alors, ouais, voilà, c'est ça. La préservation, c'est important. Et alors, attention, faut pas être le côté réac de dire les jeunes, ça les intéresse pas. C'est pas si vrai. Parce que la mode du rétro fait qu'il y a quand même des gens, tu vois chez MO5, il y a des gens qui ont entre 15 et 20 piges. Et puis, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Et pour... Ouais. C'est quand même des gens d'une quarantaine d'années qui s'intéressent. Oui, bah, t'es toujours plus intéressé par la préservation des trucs que t'as connus, c'est certain. Voilà. C'est pour ça que ce qui m'intéresse aussi, c'est l'histoire qui va avec. Pour l'avoir expérimenté avec ma fille qui a 14 ans. Elle m'a vu par exemple ramener ce machin là, elle a dit mais what the fuck quoi, c'est quoi ce machin, mais en lui expliquant justement à peu près ça, mais peut-être avec des mots un peu moins techniques ou des choses comme ça, elle a compris l'intérêt. Et ça c'est fait partie du patrimoine quoi, c'est ça qui est intéressant. Il faut mettre du contexte, ça sert à rien de débouler. Moi je n'ai pas d'enfants, mais je sais que j'ai des potes qui ont des enfants, qui leur montrent des trucs très 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 rétro, qui leur mettent ça directement, boum, vas-y, t'es mon fils, tu dois aimer ça. Non, du contexte. C'est comme un film en noir et blanc, voire muet selon l'âge. Si tu mets pas un peu de contexte, c'est sûr que il n'y a pas les codes, il faut contextualiser un peu, et puis il faut pas insister. Vraiment, moi j'ai ce truc avec mes potes de dire, soyez pas relou quoi. Voilà, mais avec tout, si ton gamin il aime pas Star Wars épisode 4, c'est pas très grave, tu sais. C'est peut-être même, c'est un peu normal. Il y a un truc qui est super bien, qui parle aux enfants, c'est le film Les Mondes de Ralph. Je sais pas si. Et ça fait une super passerelle, ouais. Qui a 18 ans, pourtant elle a accroché à mort sur le film. D'accord. Et du coup, elle m'a posé des questions, parce que je suis fan de tous ces trucs-là. Elle m'a posé des questions sur les jeux, je lui ai montré sur émulateur, etc. Parce que j'ai malheureusement plus les machines qui vont avec. Et c'est comme ça qu'elle a compris le truc. Mais de là à juste comprendre, enfin ça s'est arrêté à juste, elle a compris, mais elle perdure pas le truc quoi. Déjà ça l'intéresse pas. Voilà, et puis voilà, encore une fois, je pense que c'est intéressant. Vous avez, enfin moi, à titre personnel, même professionnel, etc., le fameux triptyque, là, à chaque fois, le matériel, le logiciel et puis les personnes, pour moi, c'est ma base, quoi. Et ça marche à tous les coups. Vous essayez de voir un petit peu, et puis les questions au milieu, quoi. Voilà. Petit message, si ça peut, on sait jamais, lundi au bureau, vous allez, il manque un truc là, il n'y a pas assez de personnes. Enfin, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Oui, très bien. Moi, merci à Cyril, on peut l'applaudir. Vraiment avec plaisir, merci.